J'ai envie de vous parler de l'homéopathie au travers de mon premier métier, qui est la puériculture, afin d'éviter ce qui m'a choqué, c'est les enfants hospitalisés avec des maladies déclarées et toutes les souffrances qui les accompagnent. J'ai essayé de créer une méthode qui s'adapte facilement, où tout le monde peut utiliser l'homéopathie à des niveaux faciles, sans aller dans des sphères trop compliquées. Si vous ouvrez des livres homéopathiques, vous allez tout à fait comprendre ce que je veux dire. Pour aller plus loin, j'ai besoin de vous expliquer un petit peu le principe homéopathique à ma manière, pour que vous compreniez comment on peut l'appliquer, comment elle peut être efficace. Il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs méthodes. Vous avez en tout cas 3 principes homéopathiques, 3 écoles homéopathiques de base. Je ne vais pas vous faire l'explication d'Hahnemann, le grand maître de l'homéopathie, qui a testé sur lui et ses étudiants toutes les substances, qui a vu les aggravations et tout. Je crois que tout le monde peut trouver ces infos. Cela dit, c'était quand même assez impressionnant parce qu'ils se sont bien rendus malades avec des substances toxiques. Donc là, on sait qu'on allait très très loin. Par contre, je peux vous expliquer que quand on veut se former, on va avoir 3 principes très sérieux. Vous avez le principe d'unicisme. On devrait tous tendre à ça. C'est le plus difficile. C'est de trouver le remède qui va soigner sur le moment. Ça, c'est l'unicisme aigu, c'est ce que j'essaye d'appliquer. Et vous avez l'unicisme global, celui des médecins en général, des chercheurs, qui vous disent chaque individu correspond à un médicament homéopathique. Une fois qu'on l'a trouvé, il est, entre guillemets, pratiquement sauvé. Mais pour arriver là, il faut utiliser ce qu'on appelle le questionnaire de Kent, qui comporte 500 questions. Alors pour faire ça, on en enlève 490 et on garde les 10 dernières pour dire, voilà, dans ces 10 questions, dernières questions précises, on va trouver l'individu dans son entier. Ses signes particuliers, sa façon d'être, sa façon de réagir, etc. Et c'est comme ça qu'on va trouver ce qu'on appelle similinum. Alors là, on est dans des sphères compliquées. Et c'est pas du tout là qu'il faut tendre parce que c'est beaucoup trop difficile à trouver. Parfois, on le trouve sans le vouloir. Parce que tout d'un coup, on me dit, tiens, quand je prends ce remède, je vais vraiment mieux pendant quelques temps. Ça, c'est un cadeau. Mais sinon, on peut arriver à faire de l'unicisme chez toutes les personnes, mais tout particulièrement chez les enfants, parce qu'ils sont très simples, très purs, en disant quel signe il nous donne. Et ce signe va être correspondant à son mode de vie, à ce qui s'est passé hier, à ce qui s'est passé cette nuit, à ce qu'il a mangé, très souvent, à son mode de vie, à tout ce qu'il y a pu y avoir de changement dans sa vie. Et il y a un seul remède qui correspond à ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que si on en met plusieurs, on va se perdre. Et c'est l'histoire des complexistes, de ce que vous proposent vos pharmaciens. Ils ont mis ce remède-là avec plein d'autres pour essayer d'éviter de se tromper. Pour vous dire, il y en a bien un qui va fonctionner. Le problème, c'est que celui-là va être annulé par les autres dans la plupart des cas. D'où l'inefficacité des complexistes ou des médicaments à plusieurs remèdes. Vous avez les pluralistes qui sont des médecins ou des thérapeutes qui travaillent avec des remèdes en association parce qu'ils se potentialisent ou parce qu'ils ont une efficacité plus grande par rapport au fait de les mettre ensemble. On met souvent un minéral avec une plante, par exemple, parce que ça potentialise. Pourquoi pas si on s'arrête à 2, voire 3 préparations. Mais encore, il faut être sûr qu'on les met à distance, parce que dans les 2 ou 3, il n'y en a souvent qu'une seule qui va vraiment bien fonctionner, qui va vraiment bien donner la réponse. Quand on est à l'homéopathie à ce moment-là, il faut aussi comprendre tous les on-dit de l'homéopathie. D'accord, la plupart du temps, c'est des granules. Elles sont imprégnées d'un produit par des procédés d'imprégnation. On a extrait des teintures mères, ça peut être des plantes, ça peut être des minéraux, ça peut être des animaux. Quand on parle d'apis, souvent c'est l'abeille tout entière. Donc ça peut être aussi des extraits d'animaux, des serpents. Souvent en homéopathie on emploie les serpents pour les mauvais caractères la plupart du temps. Et ensuite on va utiliser aussi d'autres substances qui, si on les utilise telles quelles, sont la plupart du temps extrêmement toxiques. Si on les utilise diluées, et c'est ce qu'Hahnemann a fait, elles restent efficaces tout en perdant la toxicité. Donc plus on va les diluer, plus elles vont être efficaces sans toxicité. Le problème, c'est que si on fait que diluer, on n'aura aucune efficacité. Et ça, c'est le casse-tête. Et c'est ce qui embête tout le monde. C'est qu'on doit dynamiser un produit homéopathique pour qu'il soit efficace. Et dynamiser, ça veut dire secouer le produit chaque fois qu'on le dilue.
Donc maintenant, c'est souvent des machines qui le font. Mais dans le temps, Hahnemann, Korsakoff, qui a fait d'autres dilutions que vous connaissez peut-être bien, les dilutions en K. Hahnemann, c'était les dilutions en CH, comme centiène hahnemannienne. Donc il y avait déjà 100 dans la préparation, c'est pour ça que c'est des petits chiffres. Korsakoff, il vous a fait des dilutions en 200, en 1000, en 10 000, parce que lui, il n'a pas de centième dans sa dilution, ça ne change pas grand-chose à notre niveau. Ou en D pour les dixièmes, comme on emploie beaucoup dans les régions plus germaniques. Ces dilutions doivent toujours être dynamisées, secouées chaque fois selon un principe très précis, sinon elles sont inefficaces. Et c'est tout ce qui pose un problème à tous les scientifiques, parce qu'effectivement, secouer un produit, c'est pas extrêmement explicite dans l'efficacité. Et c'est pour ça qu'on a un souci. Ce serait un autre débat, donc j'essaierai de ne pas aller trop loin par rapport à ça, mais j'ai envie de vous dire que pour les enfants, pour les traitements aigus, plus les dilutions sont basses, plus elles sont efficaces rapidement. Et une réponse extrêmement rapide chez un enfant qui ne va pas bien, c'est la moindre des choses. Donc n'essayez pas d'aller au-delà d'une 5 CH, c'est inutile dans des cas aigus, parce qu'on veut une réponse tout de suite. Votre petit a la fièvre maintenant, vous voulez la réponse dans les 10 minutes. Et c'est ce qui se passe avec une basse dilution. Donc vous allez la répéter 10 minutes après, puisque l'efficacité est donnée. Et c'est là aussi qu'on a parfois du mal à comprendre qu'il faut absolument répéter les prises aussi souvent qu'il faut dès que les signes reviennent. Et si on dit « Oh, mais j'ai déjà donné 2 fois aujourd'hui », parfois, c'est nettement insuffisant. Vous avez des jours où vous allez les donner 10 fois parce qu'il faudra les donner 10 fois. Mais c'est à vous de voir à quel moment vous allez le donner la 9e fois. Est-ce qu'il a vraiment des raisons de le prendre, ce médicament, ou est-ce que c'est moi qui me tranquillise en disant « Allez, tac, je lui donne encore une petite fois, ça va servir ». Et c'est là toute la difficulté de l'application, c'est que souvent, au bout de 2 prises, c'est suffisant. Et il faut se donner le temps de réflexion, de l'observer. Et lui, il aura peut-être bougé. Peut-être que sur le moment, ça aura marché. Au bout d'une demi-journée, vous allez dire « Oui, mais bon, ça ne marche plus. Donc l'homéopathie, c'est nul. » Eh bien non. Il a évolué, ses signes ont changé, vous devez revenir aux observations. Quand je dis l'observation des signes, ça peut être si on prend par exemple un enfant qui a de la fièvre, il va avoir un premier signe, c'est une fièvre soit graduelle, on a un remède parfait pour ça, qui agit très bien en douceur comme ça, qui est Ferrum Phos. C'est un remède où rien n'est net. Il n'est pas bien, point. On se dit, mais il a quoi? Et bien justement, les remèdes vont vous répondre. Et c'est pour ça qu'il faut arriver avec des remèdes qu'on appelle de première intention. Et c'est ceux-là que vous allez prendre. Tiens, il ne me dit pas ce qu'il a, il est un peu palo dans son coin, j'aime pas quand il est comme ça, mais j'ai pas assez de signes pour aller plus loin. Donc je vais utiliser ça et je vais attendre. Par contre, il a des signes très nets. Il est rouge, il a les pommettes rouges vifs, il a une fièvre extrêmement haute. La veille, on est sorti, il faisait froid, c'est l'hiver. Ou au contraire, il faisait extrêmement chaud. C'est le coup de chaleur, on était sur une plage, c'est le même remède, on a les mêmes signes. Et vous allez avoir un enfant qui a besoin d'aconite, parce qu'il est en demande d'une action extrêmement rapide, extrêmement profonde. Il a des signes terribles. Vous le voyez, vous dites, c'est pas possible, c'est pas le même que d'habitude. Il est rouge et il a un frisson monumental au départ. Et là, vous vous trompez pas. Il peut aussi avoir une fièvre qui va suivre. Et la fièvre qui va suivre, elle va être transpirante. Et on va dire, c'est drôle parce qu'il y a une demi-journée, il était rouge avec ses pommettes comme ça. Et là, maintenant, il transpire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est normal. Vous avez donné aconite, il va attirer belladonna, qui est le remède de la fièvre qui transpire. Et ça fonctionne comme ça, et tout est en suivant, et il faut juste comprendre, et juste savoir comment appliquer, et laisser le temps d'agir sans paniquer, parce qu'une fièvre, on peut aussi l'aider par des moyens un tout petit peu plus naturels, genre barboter dans la baignoire, enlever les vêtements pour pas qu'il ait trop chaud, et on ne prend aucun risque si on laisse une fièvre agir comme ça. Si par contre, vous donnez un médicament classique pour la fièvre, il va vous demander à peu près 20 minutes pour agir, il va agir pour 2 heures et il va falloir recommencer ça après 2 heures. Donc on va carrément leur donner des grandes quantités de médicaments chimiques pour une fièvre qui aurait pu être traitée différemment. J'ai envie aussi de vous parler un tout petit peu du mode de vie. Parce que ce serait trop joli de dire « Ah ben c'est bien, demain on va se mettre à l'homéopathie et ça va marcher comme ça parce qu'on a compris. On va un petit peu se former, on va un petit peu comprendre et puis ça y est, c'est fait, demain c'est bon. » Malheureusement, c'est pas si simple. Si on a une vie un petit peu n'importe comment, les enfants qui n'ont pas trop d'horaire au niveau sommeil particulièrement, ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Je vous dirais juste en parenthèse qu'un jeune enfant, un mois,
Un nouveau-né comme ça, ou un nourrisson, a besoin encore entre, on va dire, 19 heures de sommeil. On peut s'abaisser à 16, mais guère moins. Vous êtes d'accord que beaucoup d'enfants sont en déficit de sommeil. C'est pendant le sommeil qu'on fait ses défenses. Donc la sieste n'est pas une punition. Tout comme les barrières dans le lit et dans le parc ne sont pas une prison. J'entends souvent ça, ça me navre parce que le parc c'est très sécurisant pour eux. Ils sont très contents d'être dans un parc avec leurs petits jeux, leurs petites affaires, c'est chez eux, ça leur appartient. Ils ne sont pas en prison. Il ne faut pas avoir des critères de l'adulte qui se voit en enfant. Et donc, il faut, au niveau mode de vie aussi, se dire qu'un enfant, ça ne va pas manger n'importe comment, comme un adulte, qu'il y a des aliments qui vont lui convenir, d'autres moins, et qu'il faut savoir les choisir, et qu'il y a des moments pour certains traitements, pour certains accompagnements qui vont mieux que d'autres, qu'il y a des périodes de maladie d'enfant. On le sait, c'est le printemps. En général, ça fleurit comme les petits boutons. Et on a des enfants qui ont des maladies d'enfant. Autant les accompagner avec l'homéopathie, tout en ayant bien entendu le contact permanent avec son pédiatre qui va déterminer la gravité et qui, si j'aimerais bien, il le veut bien, va vous accompagner dans cette homéopathie que vous allez faire en prévention et non pas forcément en thérapie. Et là, le pédiatre ne peut être que d'accord, puisque vous lui amenez un enfant qui va bien. Mais on l'accompagne avec l'homéopathie pour l'aider à conserver cette bonne santé. Puisque l'homéopathie aussi stimule les défenses et donc vont l'aider à être de plus en plus en forme autour de ses rhumes au lieu de les aggraver.